Boker Tov, nous sommes le 10 février 2022, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. En direct de nos studios de Jérusalem. Et à Jérusalem, nous retrouvons effectivement notre correspondant Daniel Haïk. Et Daniel, nous commençons cette revue de la presse par le plan économique annoncé hier soir par le Premier ministre et le ministre des Finances. Et oui, Ilana, les quotidiens, les sites d'information détaillent les principales clauses de ce plan. Les jeunes parents d'enfants de 6 à 12 ans qui travaillent, et bien, ils recevront un rajout à leur salaire net d'environ 1300 shekels par mois. Les taxes sur de nombreux produits alimentaires et autres produits vont être réduites. Les factures d'électricité seront subventionnées par l'État. Les problèmes de ce plan, indique le Yediot Aharonot, les salaires les plus faibles ne recevront qu'une aide minimale. Les taxes sur l'essence ne seront pas réduites. Pas de réduction également des prix des fruits et légumes. Et le Yediot Aharonot qui nous livre ces mesures ce matin titre en manchette: les grands gagnants de ce plan sont les parents au travail. Le site N12 titre ce matin: voici les familles qui tireront des bénéfices de ce plan et celles qui n'en tireront aucun. Le Israël Hayom, lui, nous montre une photo de Naftali Bennett, d'Avigdor Lieberman et d'Orna Barbiva hier soir en conférence de presse. Et il apporte son appréciation mitigée sur ce plan, un plan important mais insuffisant. Et le journal se demande pourquoi il n'a pas été fixé de palier de revenus. Le site Ynet mentionne également les critiques des partis orthodoxes face à ce plan. Vous avez oublié de faire montre de compassion, a lancé hier soir le député Moshe Gafni. Quant à Yuli Edelstein du Likoud, il a affirmé que ce plan était un écran de fumée. C'est un plan de relations publiques pour un gouvernement qui n'a pas de public. Fin de citation. Quant à Binyamin Netanyahou, bien lui, il n'a pas jugé nécessaire de réagir à ce plan économique. Mais on s'intéresse justement, Daniel, aux commentaires autour de ce plan. Vous l'avez consulté dans la presse et les sites d'information ce matin. Oui, et nous commencerons par Sever Plutzker, le rédacteur en chef économique du Yediot Aharonot, qui affirme clairement une chose: ce plan n'est pas destiné à freiner l'inflation qui s'annonce. Le gouvernement n'a pas présenté hier de plan de lutte contre l'augmentation du coût de la vie. Il s'agit tout simplement d'une liste d'allègements de l'imposition sur de nombreux produits qui est destinée à faciliter la vie des salariés israéliens qui appartiennent à la couche sociale médiane. Sonia Gorodetsky dans le Israël Hayom écrit que ce plan renferme plusieurs démarches importantes, mais que ce n'est là que le début. Et pour elle, ce n'est pas important de savoir si ce plan est né en réaction à la protestation populaire ou s'il était prêt avant. L'important, c'est qu'il commence à traiter des problèmes chroniques dont l'État d'Israël souffre depuis plus d'une décennie. Enfin, pour Sami Peretz, en page d'ouverture du Haaretz, avec ce plan, le gouvernement n'essaie pas de lutter contre la hausse des prix, mais il tente d'apaiser le mécontentement populaire. Et c'est exactement d'ailleurs ce qu'écrit ce matin Yehuda Sharoni dans le Maariv. Et puis les quotidiens reviennent ce matin encore sur l'affaire Pegasus au sein de la police, avec pour la première fois la version des faits de l'ancien patron de la police. Oui, le Yediot Aharonot parle de face à face entre l'ancien conseiller juridique du gouvernement Avichai Mendelblit et l'ancien patron de la police Roni Alcher, celui qui a introduit l'usage de Pegasus dans la police. En effet, leur appréciation du scandale Pegasus est différente. Pour Alcher, il est impossible qu'un officier de la police ait pu faire usage de Pegasus sans l'aval d'un juge. Selon lui, le tableau dressé par les médias ces derniers jours n'a aucun rapport avec la réalité. Par contre, pour Mendelblit, la problématique est tout autre. La question est de savoir, selon lui, qui s'est emballé. Est-ce qu'un officier simple de la police, un enquêteur de la police israélienne, ou bien toute l'unité des investigations de la police, et qu'il est possible que l'un des spécialistes du cybertechnologie de la police ait fait du zèle dans cette affaire. Quant à Naftali Bennett, eh bien, il a affirmé hier qu'il est impensable que de telles pratiques interviennent dans un État démocratique. Dans le Yediot Aharonot, Merav Batito écrit que le logiciel Pegasus est semblable à un cheval sauvage qu'il est impossible de dompter. Dans le Israël Hayom, Mati Tourfeld estime qu'une commission d'enquête d'État risque d'ébranler l'actuelle coalition gouvernementale. Au chapitre diplomatique, le site Ynet nous offre ce matin un scoop que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Un scoop qui se rapporte aux relations entre Israël et la Turquie. Oui, on le sait, le président turc Tayyip Erdogan multiplie les tentatives de rapprochement avec Israël ces derniers mois, en particulier via la médiation du président Herzog. Et dans ce contexte, le site Ynet révèle que le directeur général du ministère israélien des Affaires étrangères, Alon Ushpi, s'est entretenu hier à Ankara avec le principal conseiller du président turc. Motif apparemment de cette rencontre, les préparatifs du voyage du président Herzog qui doit se tenir le mois prochain à Ankara, qui pourrait marquer un véritable apaisement dans les relations chaotiques entre les deux pays au cours des 10 dernières années.
En revanche, une visite qui s'annonce mouvementée, c'est celle du député sionisme religieux Bezalel Smotrich à Londres. Et oui, les quotidiens nous annoncent que Smotrich est arrivé hier à Londres pour rencontrer des rabbins britanniques et des responsables de la communauté, mais il s'est avéré alors que le principal organisme représentatif de la communauté britannique a publié un communiqué sur les réseaux sociaux dans lequel il indique à Bezalel Smotrich, le président du sionisme religieux, qu'il est persona non grata en raison, je cite, de ses positions idéologiques, et on lui suggère tout simplement de rentrer en Israël. Et puis ce matin, les quotidiens israéliens, Daniel, se penchent sur un dramatique fait divers, la mort de 2 ouvriers du bâtiment. Oui, effectivement, un accident terrible hier. 2 ouvriers du bâtiment vivant à Jérusalem-Est ont trouvé la mort hier sur le même chantier. Ils ont plongé dans le vide du 40e étage d'une tour de Tel Aviv en construction. Le Yediot Aharonot et le Israël Hayom nous montrent cette tour impressionnante et l'échafaudage qui était apparemment déficient et qui a conduit à leur chute. Le Israël Hayom souligne qu'en moyenne, un ouvrier du bâtiment meurt dans l'exercice de ses fonctions tous les 5 jours. L'opposition et la coalition ont d'ailleurs demandé hier ensemble de débattre à la Knesset de ce dossier d'urgence, et ce matin Ariela Ringel-Hoffmann déplore que l'on ne fasse pas plus pour garantir la sécurité de ses ouvriers. Elle rappelle qu'en 2021, 37 ouvriers du bâtiment sont morts sur les chantiers israéliens et que depuis le début de l'année 2022, c'est-à-dire il y a 1 mois et demi à peine, eh bien on en recense déjà une dizaine.